Et nous allons parler science maintenant, avec 3 chercheurs que j'ai pu accompagner dans leurs recherches. Le premier a remarqué que le corps humain était très fragile et que les sportifs, en pratiquant leurs activités, s'exposaient à de grands risques de fracture ou de luxation. Les 2 autres, quant à eux, ont remarqué que dans la nature, les fluides ne se comportaient pas tous de la même manière. Ils les ont donc classés en 2 catégories. Les fluides newtoniens, tels que l'eau, qui voit sa viscosité augmenter de manière constante avec la contrainte, et les fluides non newtoniens, tels que le ketchup ou le sable mouillé, voient leur viscosité augmenter ou diminuer de façon exponentielle avec la contrainte qu'on leur expose. Ils se sont donc posé la question: quels sont les fluides les plus performants qui permettent de fabriquer des protections corporelles adaptées à nos différentes activités sportives? Pour y répondre dans un premier temps, nous allons recevoir sur le plateau Monsieur Benoît, qui nous parlera des différents risques auxquels s'exposent les sportifs qui pratiquent des activités d'équilibre telles que le roller ou le skateboard. Nous verrons ensuite un reportage de Monsieur Cosmo qui va nous expliquer la différence entre les fluides et surtout comment les utiliser dans le cadre de nos protections. Nous continuerons avec un autre reportage de Monsieur Salin qui va nous expliquer comment fonctionnent les différents fluides newtoniens et comment nous pouvons les trouver dans notre vie quotidienne. Je terminerai par une petite synthèse pour expliquer comment utiliser les fluides non newtoniens dans le domaine de nos protections. Tout de suite, nous retrouvons Monsieur Benoît qui travaille depuis quelques temps sur les fragilités de notre corps. Alors Monsieur Benoît, depuis quelques temps vous travaillez sur les fragilités de notre corps. Est-ce que vous pouvez nous énumérer les risques auxquels s'exposent les sportifs qui pratiquent des activités sportives telles que le roller ou le skateboard? Le principal risque auquel s'exposent les sportifs est la chute. En effet, celle-ci est à l'origine de nombreuses fractures qui varient en fonction du type d'activité. Par exemple, le roller peut provoquer des fractures au niveau du genou ou du poignet, tandis qu'une chute en skateboard provoque plutôt des fractures au niveau de la boîte crânienne ou du membre supérieur. La plupart du temps, les fractures sont dues à des traumatismes, c'est-à-dire des chocs ou des chutes, mais également par des excès sportifs ainsi que des tumeurs, mais cela plus rarement. Elles doivent être impérativement soignées rapidement car en cas de négligence, elles peuvent entraîner arthrose et gêne fonctionnelle dans le futur. Dans la très grande majorité des cas, la personne atteinte d'une fracture souffre et a beaucoup de mal à solliciter le membre touché. Les précautions élémentaires sont donc de solliciter le moins possible ce membre et d'appeler un médecin. Il ne faut en aucun cas essayer de le faire soi-même car en plus de provoquer de la douleur chez la personne, cela peut entraîner un déplacement au niveau des fragments osseux. Mais dans le cadre des sports d'équilibre tels que le roller ou le skateboard, les fractures sont surtout osseuses et se situent au niveau des poignets. Cela s'explique par le réflexe humain à d'abord vouloir poser les mains pour amortir sa chute. Cependant, sans protection adaptée, cela peut causer de graves blessures. Une fracture est une cassure d'un os et de son cartilage dur. Elles peuvent se ranger dans 3 catégories. Les fractures osseuses qui sont causées par des traumatismes, les fractures de fatigue qui sont causées par des excès sportifs, par exemple chez les coureurs qui font un marathon, il peut y avoir des lésions. Chez les personnes atteintes de cancer, ce sont plutôt des fractures pathologiques qui ont pour conséquence de fragiliser les os. Monsieur Benoît, vous avez dit que les chocs violents pouvaient provoquer des fractures osseuses. Mais est-ce que l'âge peut influencer le risque de subir une de ces blessures? Il est vrai qu'avec l'âge, le calcium se fixe plus difficilement sur les os, ce qui a pour conséquence de fragiliser la structure osseuse. De plus, chez les personnes âgées et les adultes souffrant de pathologies, ils ont d'autant plus de chances de se fracturer les os à la suite de chutes. Vous avez dit que les fractures les plus fréquentes étaient celles du coude, de l'avant-bras, du poignet et du genou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail en quoi elles consistent? Pour le genou, il s'agit plus précisément d'une luxation de la rotule. La rotule est un os de forme triangulaire situé à l'avant du genou et qui est maintenu en place par un ensemble de tendons et de ligaments. La luxation de la rotule se manifeste brusquement par un déplacement de la rotule vers le haut et l'extérieur du genou. Cela se manifeste principalement lors de flexion où la rotule reste bloquée dans cette position jusqu'à la réduction, qui est une opération visant à remettre la rotule dans son rail. Ce déraillement peut être provoqué par un traumatisme sportif ou un accident de la route. Il survient plus fréquemment dans les circonstances anodines chez les personnes présentant une instabilité rotulienne. L'instabilité rotulienne peut être causée par un défaut des 2 ligaments latéraux qui maintiennent la rotule en place. Pour le coude, il s'agit d'une désolidarisation entre l'humérus et le cubitus qui est toujours due à un choc très violent à la suite d'une chute sur la main, le bras tendu. Cet accident n'est pas aussi grave qu'il en a l'air et survient surtout chez les jeunes. Néanmoins, la douleur suite à cette luxation est extrême en raison de la tension musculaire et d'autres fractures peuvent y être associées,
De plus, il faut absolument appeler les urgences et ne surtout pas essayer de remettre l'articulation en place soi-même. Cette situation peut facilement être rencontrée au cours d'une glissade ou d'une activité physique telle que le roller. Pour le membre supérieur et plus précisément de l'avant-bras, il s'agit d'une fracture soit du radius, soit du cubitus ou des deux. Le principal problème de l'avant-bras est sa difficulté de consolidation en raison du risque de compromettre la pronosupination, le mouvement qu'on effectue en ouvrant ou en fermant sa serrure avec une clé. L'avant-bras est constitué de deux os, le cubitus et le radius. Le cubitus assure à lui seul l'articulation avec le bras. Le radius assure à lui seul l'articulation du poignet avec les os de la main. Cette originalité anatomique permet à l'avant-bras d'avoir ce fameux mouvement de pronosupination qu'on effectue sans que le bras ne bouge. On comprend maintenant l'importance d'une bonne consolidation pour ne pas compromettre ce mouvement essentiel de l'avant-bras. Chez l'enfant, elle n'est pas rare, c'est ce que l'on appelle la fracture du bois vert et ne présente aucun déplacement. Chez l'adulte, elle est relativement fréquente et pose le problème que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire celui d'une mauvaise pronosupination en cas d'un mauvais traitement. Cette fracture survient généralement par choc indirect, la main posée au sol, et rarement par choc direct sur l'avant-bras. La fracture du poignet est sûrement la fracture la plus courante. Dans environ 80% des cas, il s'agit d'une fracture de poutre-colle. Située à l'extrémité inférieure du radius, elle entraîne un déplacement en arrière de celui-ci qui bascule et s'enfonce en pointe dans le corps de l'os. Chez l'enfant, on note plusieurs types de lésions fréquentes, comme le tassement osseux, qui n'est pas une véritable fracture, mais un déplacement minime sans déformation apparente. En revanche, une fracture en bois vert, car semblable à une branche de bois vert qui rompt progressivement au lieu de casser net, est semblable à un décollement de l'épiphyse, c'est-à-dire de l'extrémité de l'os. Elle survient surtout chez les adolescents en fin de croissance, période durant laquelle le cartilage est relativement fragile. Elle se cantonne rarement au poignet et touche surtout les avant-bras. Elle requiert généralement un plâtrage et une immobilisation complète. Maintenant que nous avons vu en quoi consistaient les différentes fractures, avez-vous un moyen de les éviter? Comme nous l'avons remarqué, les fractures sont très souvent causées par des chocs violents. C'est pourquoi je recommande l'utilisation de protection, et cela peu importe l'âge ou l'expérience. Il faut protéger les points sensibles du corps par des genouillères, des coudières, des protège-poignets ainsi qu'un casque. Grâce à cette interview, nous en savons plus sur les limites de notre corps et nous savons que pour éviter de se blesser, il faut se protéger. Mais quels matériaux devons-nous donc utiliser? Pour y répondre, je vous propose tout de suite un reportage de Monsieur Cosmo qui nous aidera à choisir le matériel le plus performant pour nous protéger. Nous avons donc réalisé qu'il y avait deux types de fluides, les fluides newtoniens et les fluides non newtoniens. Ces deux types de fluides ne réagissent pas de la même manière au cisaillement, c'est-à-dire une force exercée de manière parallèle ou tangentielle sur un fluide. Nous allons parler dans un premier temps des fluides newtoniens comme l'eau et l'huile. Donc ces fluides ont la particularité que leur viscosité, c'est-à-dire leur résistance à l'écoulement, reste constante en fonction de la contrainte qui est dans ce cas-ci le cisaillement. Les fluides newtoniens ne changeant pas de viscosité face au cisaillement s'avèrent donc inutiles dans la protection. C'est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser aux fluides non newtoniens. Les fluides non newtoniens sont des fluides qui ont la particularité de changer de viscosité face à une contrainte qui est le cisaillement. Nous avons donc travaillé avec trois types de fluides différents pour nos expériences. L'oblèque qui est un mélange d'eau maïzena, le dentifrice et le ketchup. Nous allons d'abord parler du ketchup qui est un fluide réofluidifiant, ce qui signifie que sa viscosité diminue en fonction de la contrainte. Par exemple, plus vous appuyez sur une bouteille de ketchup, plus le ketchup en sort vite, alors que si vous ne faites que le verser, il sortira lentement. Nous allons donc maintenant parler des fluides viscoplastiques ou dits de Milgram. Ces fluides ont la même caractéristique que les réofluidifiants, leur viscosité diminue face à la contrainte, mais il faudra qu'une certaine force F soit exercée pour que cette caractéristique s'applique. Un exemple simple est le dentifrice. Si vous retournez votre tube de dentifrice, le dentifrice ne coulera pas. Par contre, si vous appuyez avec une certaine force dessus, il coulera sur un brosse à dents. Nous allons parler des fluides non newtoniens réoépaississants. Donc ces fluides ont la particularité, comme vous voyez sur ce graphique, d'avoir leur viscosité qui augmente en fonction de la contrainte. Un exemple type de fluide réoépaississant est le mélange eau maïzena. Si vous tapez fort dessus avec un marteau, le marteau ne s'enfoncera pas dans le fluide. Par contre, si vous rentrez le marteau lentement, il s'enfoncera. Mon collègue
vous expliquera ce procédé. Pour voir les réactions des différents fluides par rapport à la contrainte qu'on leur expose, nous allons faire quelques expériences. Pour cette première expérience, nous allons lancer un œuf à une hauteur de 3 mètres, dans différents fluides. Dans un premier temps, nous allons faire un témoin, donc sans aucun fluide, puis nous testerons l'eau, le ketchup, le dentifrice et l'eau grecque. Pour cela, nous avons décidé de placer un œuf dans un sachet renforcé par du Chatterton, car nous avons déjà remarqué par différents tests que si nous ne renforcions pas le sachet, celui-ci explosait. Pour commencer, nous avons fait une expérience test en lançant un œuf avec aucun fluide. Nous allons aussi tester pour l'eau. T'avais mal fermé, Guillaume. Ah, et on voit que l'œuf est complètement détruit. Maintenant, nous testons avec du ketchup. Maintenant, dans le dentifrice. Je crois qu'il nique le sachet quand même. Ah oui, il est pété. Ouais, on voit un peu. Ah oui, il est complètement pété même. Hein. Ah oui. Le dentifrice ne fonctionne pas. Ouais, l'œuf a aussi explosé. Le mec, mais tu peux de la gueule, ouais, tiens. Son truc par balle là. Ah. L'œuf est totalement explosé. Mais cette fois avec de l'eau black, et on va voir ce que ça donne. Allez hop. Amène les ciseaux, les ciseaux. Je suis sur le noir. L'œuf est intact. Donc cette expérience est concluante et la maïzena protège bien des chocs. Ensuite, on remarque suite à l'expérience de l'œuf que lorsque le sachet est rempli d'eau, de dentifrice ou de ketchup, l'œuf est cassé. Il est même littéralement explosé dans le dentifrice et le ketchup. Alors que lorsque l'on remplit le sachet d'un mélange d'eau maïzena, l'œuf reste intact, malgré une chute de 3 mètres. Pour prouver la résistance à l'impact, nous avons donc décidé de réaliser l'expérience de renfoncement qui consiste à lâcher une bille à 30 cm dans un bécher contenant un fluide. Dans un premier cas, nous avons utilisé l'eau. Ensuite, nous avons réalisé la même expérience avec du ketchup. Pour finir, nous allons lâcher la bille dans un bécher rempli d'eau de blek. Comme nous l'avons vu dans la première expérience, lorsque nous lâchons une bille dans un bécher d'eau, la bille s'enfonce rapidement
Dans le ketchup, on remarque que la bille s'enfonce encore plus rapidement, alors que dans un bécher rempli d'eau maïzena, la bille s'arrête momentanément avant de s'enfoncer lentement. Ensuite, nous nous sommes questionnés sur les limites de l'oblèque. C'est pour ça que nous avons décidé de tirer grâce à un pistolet 2 joules à 50 cm sur un sachet rempli d'oblèque et voir le résultat. Pour le moment, nous disposons d'2 mètres de papier journal afin de retrouver la bille plus facilement. Nous allons tirer une bille dans l'eau à 50 cm du sachet pour voir si celle-ci traverse. Comme vous pouvez le voir, la bille a transpercé. Une fois trouvée, nous utilisons un mètre afin de déterminer la distance qu'elle a parcourue. Nous tirons une bille dans le 2e sachet contenant de l'oblèque. On remarque que la bille est restée à l'intérieur, mais il y a un impact sur la 2e couche du sachet. On remarque donc dans notre expérience témoin que la bille transperce le sachet et tombe 7 mètres plus loin, alors que lorsque le sachet est rempli d'eau maïzena, la bille reste dans le sachet et ne le traverse même pas. On en conclut donc que les fluides non newtoniens réoépaississants sont les plus efficaces pour nous protéger, car ceux-ci sont assez fluides pour s'adapter aux formes de nos articulations et deviennent assez visqueux pour nous protéger des chocs, même très violents. Maintenant que nous avons vu ce qu'étaient des fluides non newtoniens, M. Salin va nous expliquer comment fonctionnent les fluides réofluidifiants et les fluides réoépaississants. Je vais maintenant vous parler des différents fluides non newtoniens et expliquer pour certains leur fonctionnement, en commençant par les fluides réofluidifiants. Ces fluides, comme l'expliquait mon collègue, voient leur viscosité décroître en même temps qu'augmente le taux de cisaillement. On peut en trouver certains dans la nature, comme le sang, dont le caractère réofluidifiant nous est vital. On peut voir sur ce schéma, à faible taux de cisaillement, les hématies sont orientées au hasard dans le sang, alors qu'à fort taux de cisaillement, elles s'orientent dans le sens de l'écoulement. On dit qu'elles se peignent. Cela permet ainsi de diminuer la viscosité du sang et de faciliter son écoulement. On peut donc dire que le caractère réofluidifiant du sang est primordial au bon fonctionnement de notre organisme. Comme un fluide réofluidifiant artificiel, nous pouvons citer le ketchup, que nous avons utilisé dans nos expériences, le vernis ou la peinture. Viennent ensuite les fluides à seuil ou viscoplastiques. Ces fluides, comme l'a dit mon collègue, ne voient leur viscosité décroître qu'après avoir subi une contrainte assez forte. On trouve dans cette catégorie la mayonnaise ou l'antifrice qui a donc besoin d'une pression sur son tube pour en sortir alors un peu visqueux, mais qui retrouve sa solidité juste après. Ce type de fluide est très peu commun. Et nous avons d'ailleurs utilisé le dentifrice dans nos expériences car c'est le plus facile à se procurer des fluides viscoplastiques. Viennent enfin les fluides réépaississants dont la viscosité augmente en même temps que la force de contrainte de cisaillement. Dans les fluides réépaississants naturels, on peut trouver le miel qui est généralement un fluide newtonien mais qui, à cause de sa composition particulière, sa teneur en eau, sa composition chimique, peut avoir ses propriétés particulières. Le sable mouillé ou les sables mouvants sont également des fluides réépaississants. Le premier est mou si on marche doucement dessus et dur si on court dessus. Quant au second, il absorbe les corps sans les engloutir et plus on se débat, plus il est difficile d'en sortir. C'est la même propriété que pour l'oblèque, le troisième fluide newtonien que nous avons choisi pour nos expériences et dont je vais vous parler plus précisément. L'oblèque est le nom commun donné au mélange d'eau et de fécule de maïs. Au niveau macroscopique, nous sommes face à une matière qui semble liquide, mais qui, sous la pression d'un choc violent, devient solide. Les petits grains que vous voyez sont des molécules d'amidon qui composent la maïzena. Ils sont de forme biscornue et rugueuse, mais l'eau circule entre eux. Le fonctionnement de l'oblèque repose sur le mélange colloïdal de l'eau et de la fécule de maïs. Les colloïdes sont des mélanges contenant des particules en suspension sur plusieurs couches. Ainsi, l'eau dans les molécules d'amidon crée une suspension donc colloïdale, et les molécules d'amidon ne se dissolvent pas dans l'eau, qui forment ainsi un manteau, une membrane autour de ces molécules. On parle d'organisation en feuillet. Lorsque vous plongez votre doigt lentement dans le liquide, il y a assez d'eau entre les grains pour qu'il puisse rouler sans se gêner. Si par contre vous exercez un choc violent, une forte contrainte de sédiment sur le mélange, vous chassez toute l'eau qui se trouve entre les grains. La membrane est momentanément détruite, l'organisation en feuillet devient instable et compte tenu de leur forme, les molécules d'amidon ont du mal à glisser les unes sur les autres. Elles finissent donc par s'accrocher et se coincer entre elles, ce qui provoque la solidification du mélange. Et plus vous essayez de retirer rapidement votre main du mélange, plus il sera difficile de le faire
car vous vous heurtez à une barrière de molécules d'amidon. Maintenant que vous connaissez la partie théorique, vous allez pouvoir découvrir la partie pratique avec les expériences que nous avons réalisées et que vous pouvez reproduire chez vous sans danger. Pour déterminer la bonne concentration d'eau et de maïzena, nous avons fait 3 mélanges avec des proportions d'amidon différentes, mais toujours avec 100 ml d'eau. Pour chaque bécher, nous avons versé l'eau, puis la maïzena. Pour le premier mélange, nous avons pris 100 ml de maïzena, 200 ml pour le deuxième et 300 ml pour le troisième. Nous avons remarqué que le premier est trop liquide, le troisième trop solide, mais que le deuxième mélange présente les bonnes caractéristiques de l'oblek. Il faut donc utiliser 1 tiers d'eau et 2 tiers de maïzena pour faire le fluide. Maintenant que nous avons vu comment fonctionnent les différents fluides et les risques auxquels s'exposent les sportifs, nous allons interpréter les résultats. Dans un premier temps, M. Benoît nous avait expliqué que lors d'activités sportives telles que le roller ou le skateboard, les principaux risques étaient la chute, ce qui entraînait souvent des fractures ou des luxations. Les principales fractures sont celles du poignet ou de l'avant-bras, alors que les principales luxations sont celles du coude ou de la rotule. Ces luxations se caractérisent par une désolidarisation entre le cubitus et le radius pour le coude, et un déplacement de la rotule vers le côté puis vers le haut pour le genou. Les fractures du poignet ou de l'avant-bras sont souvent dues à un choc violent ou suite à une chute pendant laquelle nous avons essayé de nous rattraper avec les mains. Ces fractures se caractérisent pour l'avant-bras par une cassure du cubitus, du radius ou alors des deux. Le poignet, quant à lui, subit, dans la majorité des cas, la fracture dite du putocol, qui se situe à l'extrémité inférieure du radius. Monsieur Cosmo est ensuite intervenu sur l'utilité des différents fluides dans le domaine de la protection. Il nous a montré à l'aide d'expérience que les fluides non newtoniens réofluidifiants comme le ketchup ne servaient à rien dans la protection, car plus la contrainte qu'on leur expose est forte, moins ils amortissent les chocs. De façon à peu près similaire, les fluides viscoplastiques comme le dentifrice voient leur viscosité diminuer de façon significative avec la contrainte qu'on leur expose. Cependant, il existe une autre catégorie de fluides non newtoniens. Ce sont les fluides réo-épaississants. Ils sont liquides si on leur expose une contrainte faible et solides si on leur expose une contrainte forte. Il a aussi remarqué que l'oblek, un de ces fluides, amortissait les chocs, même très violents. Il l'a montré grâce à l'expérience de l'œuf, qui malgré une chute de 3 mètres, restait intact. Monsieur Salin nous a expliqué que ce phénomène était dû à la composition de l'oblek. En effet, les molécules d'amidon ne se dissolvent pas dans l'eau qui forme une sorte de membrane autour de ces molécules. Lors d'une action lente, il y a assez d'eau entre les molécules pour qu'elles puissent bouger sans se gêner. Mais lors d'un choc violent, la membrane d'eau est momentanément détruite et les molécules, du fait de leur aspect, se bloquent les unes contre les autres. Comme nous venons de le voir, les fluides non newtoniens réo-épaississants sont les plus performants, car contrairement aux matériaux durs comme le plastique, ils épousent parfaitement la forme de nos articulations. De plus, leurs propriétés physiques leur permettent d'absorber des chocs, même très violents. Nous avons donc voulu voir jusqu'où pouvait aller cette protection et si elle permettait de protéger un os d'un choc violent. Pour le démontrer, nous avons donc pris 2 os de la même taille et nous leur avons asséné un coup de marteau de la même puissance. L'un d'eux était protégé par un sachet rempli d'oblek. Vous pouvez remarquer que l'expérience est concluante, car sans le sachet d'oblek, l'os casse, alors que quand on met le sachet d'oblek, l'os reste intact. Quel progrès pour la science et pour la protection de nos sportifs! Les chercheurs avaient peut-être trouvé la solution ultime pour les protéger. En effet, leur protection était assez souple pour épouser la forme de nos articulations, assez légère, et en plus, elle protégeait des chocs de façon très efficace. On va passer à la dernière expérience, celle où on va tester l'oblek à l'épreuve du temps, pour voir s'il va garder les mêmes propriétés après 24 heures. Donc on va le laisser au même endroit, dans un milieu sombre, aéré et à température ambiante. Et nous revenons 24 heures après le début de l'expérience, et nous pouvons constater qu'il y a une légère couche d'eau à la surface de l'oblek, alors que la maïzena a décanté au fond. Comme vous pouvez l'observer, le mélange a perdu ses caractéristiques réépaississantes. Le dessus est liquide, alors que le dessous est solide, quoi qu'on fasse. Cependant, ayant dû interrompre leur expérimentation le temps d'une nuit, les chercheurs se sont rendus compte le lendemain matin que l'oblek avait perdu ses propriétés physiques. En effet, les molécules de maïzena avaient décanté. Pour conclure, nous pouvons dire que l'oblek est un fluide qui procure une excellente protection. Son seul problème est qu'il ne résiste pas dans la durée.